Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et maintenant, je poursuis sur la moitié de l'année 2013 qui n'a pas été encore achevée. Et je vais m'attaquer sur le premier. Voilà, directement le premier, même si les autres, je les ai déjà attaqués. Mais c'est un recours de la suite de l'histoire. Donc, Extreme Rules 2013, avec comme affiche Triple H, Brock Lesnar, suivi du match, dans un match en cage. Voilà. Image qui fait rappeler l'affrontement du siècle. Même s'il y en a qui diront c'est pas l'affrontement du siècle, mais bon. Du fait qu'on peut peut-être apprécier, ça peut être que du bon. Et là, match entre Sheamus et Mark Henry, le couronnement du Shield, et Ryback qui fonce sur John Cena, enfin qui prend Cena avec lui pour foncer sur le décor. Voilà, ça nous rappelle la fin. Il est en français, il dure 3h03. Je vais me concentrer sur le bonus. Tout d'abord, un spécial pré-show ou post-show, highlight des meilleurs moments. Et c'était le 19 mai 2013, à ce que je vois. Donc, tout d'abord, je me concentre sur le post-show. Donc, qui veut dire la fin du show, mais qui vont faire le rififi de ce qui s'est déroulé dans le show. Donc, tout d'abord, je me rappelle qu'ils ont parlé, le point important, le main event de la défaite de Triple H. Donc, ils nous parlent de ça. Comme quoi, Triple H a été battu et que il n'était pas du tout dans son assiette suite à un coup très violent de massue en fer sous la tête. Et on verra lors d'un épisode de Raw, donc le lendemain de Extreme Rules, lorsqu'il va défier Curtis Axel, alors que celui-ci était nommé Michael McGillicuddy il y a pas mal quelques temps. Il se réinvente et directement être le protégé de Polyman. Donc il se présente, Curtis Axel, et que Triple H lui gifle pour lui, on va dire, prouver que lorsque tu es dans mon ring, tu vas passer un sale quart d'heure avec moi. Et quand il dit je vais te botter le cul à Curtis Axel, il s'adresse aussi à Paul Heyman. Et c'est là lors d'un match où Triple H commençait à avoir du vertige. Donc je me rappelle des petits coups, des rien petits coups, il commençait à avoir déjà des vertiges, comme s'il avait des convulsions internes au niveau du cerveau. Et que sa vue devenait trouble. Et la tête qui tourne. Donc on se rappelle de ce saignement à Raw, lorsque l'examinateur ou le médecin l'examine. Voilà, et il devait aussi s'hydrater, ou encore vérifier si ses yeux sont encore là ou ailleurs, suivi par la lumière. Bref, il était très mal en point, très mal en point, et je sais pas si ce sera sa dernière apparition dans le ring, parce que moi il me semble que c'est sa dernière apparition en 2013, même si on sait qu'il va plutôt accrocher le côté chef des opérations très corporate dans l'année 2013. Voilà pourquoi c'est aussi une année un petit peu mémorable. Et ensuite, sur l'accident qu'il y a eu lors de la semaine standing match. Voilà, en disant que John Cena était mis sur civière, mais sauf qu'il ne va pas partir à l'hôpital. Non, il part sur ses pieds, malgré que le match s'est déroulé de manière controversée et dans l'incohérence ou générale. Mais bon, il a décidé de ne pas aller à l'hosto, alors qu'il avait une cheville en moins. Parce que vous ne savez pas, mais John Cena, il avait un genre de petit plâtre à la cheville droite ou gauche, je sais plus laquelle, mais je sais bien qu'il était atteint de la cheville droite, on va dire ça comme ça. Et bon, passons tout d'abord au kick-off. Donc tout d'abord, le pré-show où
Saturday Night Heat, même si le Saturday Night Heat n'existe pas, enfin n'existe plus désormais, eh ben, le Miz contre Cody Rhodes. Alors oui, le Miz qui est, on va dire, l'un des rares face qui est tourné justement de turn dans sa carrière, et c'était tellement rare de le voir en face contre celui qui est heel, mais par contre qu'il a trouvé une petite nouvelle vocation, se laisser pousser une petite moustache pour avoir la plus belle moustache au monde. Donc oui, un Cody Rhodes moustachu veut prouver que certes, il est magnifique en termes de visage, en termes de corps, mais aussi que sa moustache est magnifique. Parfaitement bien, un petit peu bien rasé, bien peigné. Même si il peut peut-être fritiller. Mais bon, ça c'est pas la blague que je voulais aborder. Bon, un bon petit match pour ce kick-off, même si je trouve que c'est un petit peu indécent de les retrouver dans ce kick-off. Faut dire, ils ne savent même plus la WWE où les placer, ces top stars de mid-card, ou parce que ce sont pas des catcheurs de bad-card, car eux ce sont des catcheurs de mid-carder, et qu'il y en a un qui a déjà été main eventer, l'autre futur main eventer, surtout aujourd'hui en 2023. Là, c'est sûr, il a une carrure de main eventer, Cody Rhodes, mieux que à la grande époque. Mais bon, il s'est reconstruit. Je me rappelle des retournements de situation. Quand Cody Rhodes voulait faire son Crossroads, le Miz, il compterait pour faire son Skull Crushing Finale, mais sauf que le Skull Crushing Finale ne va pas passer, et que après que Cody Rhodes ait pris l'avantage, il voulait faire sa descente des avant-bras, sauf que le Miz le fait, on va dire, bousculer en arrière, et qui prépare le Figure 4 Leg Lock, ou le Figure 4, prise qui a été donnée par Ric Flair, enfin, qui a donné Ric Flair à The Miz. Donc c'est Ric Flair qui a donné au Miz le Figure 4, l'autorisation de le faire, et c'est là, oui, c'est bien là, où Cody Rhodes abandonne suffit de Figure 4. Enfin, à cause du Figure 4. Au moins, vous avez compris. Ce match-là, malgré que c'est dans le kick-off, je lui mets 3,5. Je lui mets ça d'office. Maintenant, l'ouverture du show. Je ne pense pas qu'il est noté. Non, dommage. Mais par contre, j'ai la liste. Et que je vous mets comme ça. Tandis que je lis la liste. Donc, pour la carte principale, c'est Chris Jericho contre Fandango, accompagné par Summer Rae dans un match simple. C'est la revanche de WrestleMania 29. Voilà, c'est le match revanche. Bon, certes, qui n'a peut-être aucune importance, mais qui est ultra sympathique à voir. Vu comment Chris Jericho veut avoir une petite vengeance sur Fandango, tandis que Fandango a prouvé que pendant son affrontement face à Chris Jericho à WrestleMania 29, il pouvait avoir l'étendue d'affronter les plus grands. Et après, les semaines passées, il battait des catcheurs de bas de carte qui passent directement de l'oubli. Je ne peux pas vous citer les noms, mais je sais bien qu'il y en a de ceux qui ont été mid-carder ou alors ceux qui avaient une carrière prometteuse, très vite gâchés et passés en mode jobber à 100%. Et que Fandango les battait tout le temps avec la descente de la cuisse de la troisième corde, qui sera son finish. Et bien là, ce sera la belle. Donc je sais qu'ils seront à un partout, parce que je pense pas qu'ils ont eu des nombreux affrontements. Même si on sait bien où ça a mené la rivalité, c'est parce que Chris Jericho n'a pas voulu dire correctement le nom de Fandango. Voilà, donc voilà d'où ça en est arrivé là, Fandango n'étant pas content, parce que lui il préfère qu'on dit de manière sensuelle, comme ça, en disant Fan, Dan, Go. Donc lui il préfère qu'on parle de manière sensuellement son nom tout simplement. Et bien sûr Chris Jericho, lui, il trollait Fandango à son nom. Mais bon, c'était quand même drôle. Bon, certes, rien d'importance, mais drôle quand même. Et que
lorsqu'on parle de Fandango comme l'un des plus bons danseurs, eh ben, sachez que Chris Jericho, lui aussi, c'est un très bon danseur. Pourtant, c'est tellement rare, même si je ne sais pas s'il a déjà remporté la compétition de danse avec les stars, mais il a déjà participé. Vu comment on sait, il sait chanter, il sait danser, et peut-être il sait faire de l'acting, que ce soit en tant que catcheur ou en tant qu'acteur. Bref, Chris Jericho, c'est vraiment quelqu'un d'artistiquement parlant accompli. Pas tout, mais il est accompli de manière artistique. Et que là, je pense que Fandango, suite à sa victoire à WrestleMania 29, il a un petit peu pris la confiance et qu'il voulait le battre une nouvelle fois Jericho, mais faut pas battre jamais 203 Chris Jericho. Car que ce soit inversement ou autre chose, maintenant je voulais dire un mot mais je ne sais plus ce que je voulais dire, eh ben ce sera Chris Jericho qui va venir à bout de Fandango avec un codebreaker, alors que je crois que Fandango était prêt sur la 3e corde pour faire sa descente dans la cuisse, mais lorsqu'il a vu que Chris Jericho allait se relever, eh ben, il se fait accueillir par le codebreaker. Donc victoire de Jericho, ce match-là 3,40, j'ai bien adoré ce match-là, vraiment bien adoré. Et là, il y en a deux, oui, il y en a deux qui vont figurer en description. Tout d'abord, le premier, c'est le match pour le titre des États-Unis. Et en 6e position du match, ce sera match à 2 contre 2. Là, je ne dis pas lequel, mais je vais dire le nom d'office pour le titre des États-Unis. Eh ben, Dean Ambrose contre Kofi Kingston. Alors, je crois que Dean Ambrose, lui, a remporté un match pour affronter le champion de son choix, qui est Kofi Kingston. Tandis que Kofi Kingston, lui, il a obtenu le titre en battant Antonio Cesaro. Ou alors, vous connaissez ce nom tout court de Cesaro. Ouais, donc il avait battu Cesaro et que on sait qu'ils vont s'affronter à Extreme Rules. Et je me rappelle, c'était assez mitigé ce match-là. Bon, un petit peu, mais que personne ne voulait pas voir le couronnement du Shield. Vu comment ils sont heal, forcément ça se comprend, mais il faut quand même les mettre over, il faut quand même leur donner un petit peu du prestige, un petit peu du côté menaçant. Voilà, il faut leur donner cet effet-là. Et que pour être des vilains garçons, eh bien, il faut augmenter les hostilités. Même si les gentils garçons veulent faire du côté du bien, dans la force du côté du bien, eh bien, à un moment donné, ça en est trop. Et que ces forces nous abandonnent, et qu'à la fin, on s'y met par perdre. Ça a été le cas pour Kofi Kingston, vu comment, si je me rappelle bien, Dean Ambrose, il fait sa prise, je crois qu'il appelait le premier d'Early pas celui où il prend les deux bras comme un double arm DDT, hein. Non, c'est pas ça. Sa première version, c'était où il prenait la tête en le plantant sur le ring. Donc, il bat Kofi Kingston pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Ce match-là en description. Et à la fin, il se rejoint par ses deux potes. Voilà. Il y en a un couronné. Est-ce que les autres vont être couronnés? Et spoiler, je vais vous dire oui, parce qu'on s'attendait vraiment tous. Maintenant, le match correspondance de Sangle. Donc, je crois que c'est un match de strap match. Ouais, c'est quand les deux catcheurs, ils ont un poignet attaché à un strap à l'autre catcheur. Où s'en arrivait là, c'est quand Mark Henry attaque sauvagement Sheamus. Je me rappelle quand il avait pris la ceinture d'un officiel pour fouetter violemment Sheamus dans le dos, et qu'on a vu le dos de Sheamus totalement rougi de coups. Et voilà où ça en a arrivé là. Après, il y a eu quelques petites compétitions entre Sheamus et Mark Henry. Mark Henry prouvait qu'il pouvait traîner une carcasse de camion. Pas camion. Ouais, un camion de transport. Donc, il pouvait prouver qu'il pouvait se déplacer avec le camion malgré le poids du monde sur les épaules.
Mais bon, ça va pas suffire, vu comment Sheamus le disait, que ça ne va pas suffire par rapport à la brutalité que va lui infliger Mark Henry. Donc Sheamus lui disait ça à Mark Henry en promo. Et que je me rappelais que le vert c'était pour Sheamus, le rouge c'était pour Great Khali, pour comprendre que le rouge c'est le méchant et le vert c'est le gentil. Lorsque c'était du à toi à moi entre Sheamus et Mark Henry, eh ben je me rappelle tout au fin, à la fin, ben, où les deux tapent le même coin en même temps, parce que je me rappelle 1, 2, 2, 3, 3, jusqu'à la 4e. Et ben là c'était le climax. Mark Henry était prêt à sécher Sheamus avec un coup d'accord à linge, mais Sheamus le fait calmer avec un Brogue Kick. Et il tape en dernier le coin, donc ça fait 4, et le dernier ne suit pas. Donc victoire de Sheamus. Bon, match qui est un petit peu prévisible pour certains, un peu pour moi évidemment, mais voilà, c'était un bon petit match de strap match, et je le mets 3,5, je mets ça. Maintenant, un I Quit match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre du monde de poids lourd. Normalement, ça devait être un triple menace. Oui, ça devait être un triple menace. Mais sauf que suite à un coup d'échelle ou un coup de pied dans la mâchoire, eh ben, Dolph Ziggler n'a vraiment pas su de continuer sa petite rivalité avec Alberto Del Rio et Jack Swagger. Les deux qui veulent sa ceinture, alors que Dolph Ziggler, il a remporté la ceinture le lendemain de WrestleMania en faisant cash-in la mallette face à Alberto Del Rio. Donc il voulait la cash-in d'office pour devenir champion. Et lors d'un saignement, un mauvais coup, ça lui a, on va dire, causé un trouble cérébral ou une mâchoire brisée, et qui devait rester chez lui pour s'en remettre de cette, on va dire, petite agression involontaire. Ouais, parce que ce geste-là n'était pas volontaire, et que ça se jouait entre Alberto Del Rio et Jack Swagger, vraiment, à 100% de défaite chacun, hein. Soit par abandon direct ou à la toute fin. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les deux n'ont absolument rien lâché. Je crois que ce match-là est présent dans Best of Pay-Per-View match de 2013. Tellement que j'ai tellement de matchs que je ne sais même plus. C'est pour vous dire à quel point je suis vraiment dépassé par les événements. Moi, je me rappelle que Alberto Del Rio n'était pas prêt à abandonner, ni à prononcer les mots en mexicain « j'abandonne », que ce soit en anglais ou en mexicain. Et que Jack Swagger, lui, il va pas faire plaisir à Alberto Del Rio d'abandonner tout de suite. Lui qui court à devenir challenger numéro 1, même si on sait bien que Jack Swagger ne va pas courir officiellement le titre pour l'avoir. Et que pour la fin, je vais vite vous spoiler. Lorsque Jack Swagger commençait à perdre pied, Alberto Del Rio en profite pour faire un Joji Katami, cross-arm breaker sur Jack Swagger, sans le lâcher. Un premier temps, Jack Swagger dit non, je ne veux pas abandonner. Et après, un coup que la douleur a été tellement intense, tellement que Alberto Del Rio maintenait la pression sur son bras, il décide de dire j'abandonne. Donc c'est Alberto Del Rio qui devient le challenger numéro 1 pour le titre du monde poids lourd. Ce match-là en description parce qu'il me semble que je l'avais déjà noté. Donc j'avais oublié, il était accompagné par Ricardo Rodriguez et Jack Swagger par The Respect. J'aime bien faire cette voix, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, comme je vous ai dit, un match qui figure dans un coffret emblématique de The Shield, même si je vous avais pas dit le terme, mais bon, voilà. Au moins, je le dis par, on va dire, pure
coïncidence, vu comment c'est Dean Ambrose qui a remporté le titre des États-Unis, normalement ça doit vous venir en tête que c'est le Shield qui remporte le titre. Vu comment il y a l'image qu'on voit là, et ça c'est absolument pas sorcier. Mais bon, vous avez compris, le Shield contre Team Hell No. Et c'était dans un match équipe Tornado. Pour les titres, justement. Donc ça partait en bordel, entre les deux équipes, de manière clean, mais pas vraiment en sauvagerie de chez Sauvagerie. Là, c'était vraiment un petit peu clean. Et si je me rappelle bien, c'est, on va dire, le Shield qui termine le boulot en prenant Daniel Bryan sur l'épaule. Donc c'est Roman Reigns qui le prend sur ses épaules, Daniel Bryan, avant que Seth Rollins il fait sa descente du genou pour un petit peu guillotiner Daniel Bryan et le rendre totalement KO durant le match. Donc c'est victoire de Roman Reigns et Seth Rollins d'office, vu comment on sait que c'est eux qui remportent les titres. Et à la fin, ils se font rejoindre par Dean Ambrose. Donc c'est officiel, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns sont, on va dire, les purs champions à la WWE. En description de ce match-là. Ensuite, match aux règles extrêmes, donc Extreme Rules match. Randy Orton contre le Big Show. Et si je crois bien, il était chez lui. Faut dire, à domicile, Randy Orton, il gagne haut la main. Ça peut lui arriver de perdre de temps en temps. Mais là, quand il est à domicile, là, il se sent pousser des ailes quand c'est lui qui gagne. Toujours face, bien sûr, même si son côté heel n'est vraiment pas loin. C'est sûr que son côté heel de Randy Orton est vraiment pas du tout loin, tandis que Jean-Michel Hilton himself en personne, ben lui, il change de turn à chaque fois. Donc face, heel, et de temps en temps, même si vous l'avez peut-être pas remarqué, mais de temps en temps, il peut être twinners. Donc il peut être les deux en même temps. Et que lorsque Big Show prend un objet, ben, normalement il les détruit, surtout les kendo sticks ou les chaises. Tandis que Randy Orton, ben, lui, veut faire des attaques offensives et défensives pour revenir ben, à bout du géant, pour l'affaiblir. Et je vais un peu passer les matchs. Je me rappelle que le Big Show voulait faire son KO Punch. En revanche, il aura fait le Shock Slam, mais ça ne va pas faire la différence. Jusqu'à ce que Randy Orton, ben, lorsqu'il donne un coup au Big Show, je crois, et que ce dernier se retrouve ben, en dehors du ring, bien sûr pas à l'extérieur du ring, mais il était près des cordes, et ben il prenait pour un gros DDT de la troisième corde, vu comment les pieds du Big Show étaient sur la troisième corde, pas du coin, mais de la troisième corde. Donc il effectue RKO, Big Show s'en dégage, et que un coup que le Big Show voulait revenir à l'avantage, il voulait prendre la chaise, mais sauf qu'il se fait accueillir par un coup de pied. Un deuxième RKO, mais cette fois-ci sur la chaise. Et après le moment où on se dit, le côté psychopathe de Randy Orton va prendre le dessus, et exactement, il va prendre le dessus, il va faire un punt kick sur le Big Show pour la victoire. Et ce sera exactement le finish comme au Survivor Series, un punt kick pour remporter une victoire, et c'est toujours aussi efficace qu'on remporte avec ce punt kick. Donc victoire de Randy Orton, ce match-là 3,40, voilà, directement. Après plus que deux, c'est terminé. John Cena contre Ryback dans un match au dernier homme debout, Last Man Standing match. Donc, comment on en est arrivé là? Quand John Cena a remporté le titre de la WWE des mains de The Rock, eh ben, on ne savait pas trop s'attendre de lui. Je vous le dis tout de suite, on ne savait pas comment s'attendre de lui. Est-ce qu'il va affronter un autre catcheur ou est-ce qu'il va affronter quelqu'un qui mérite le titre autant que John Cena? Et c'est là où Ryback arrive, alors qu'il était face et qu'il sortait d'une défaite face à Mark Henry. Et quand il se tourne vers John Cena, ben, il fait un heel turn. Un heel turn où on se demande ok, pourquoi Et là, on avait compris que parce qu'il voulait se venger de John Cena, qui lui aurait soi-disant abandonné depuis
des nombreux mois. Par exemple, quand Ryback était sur le point de perdre, eh ben John Cena n'était pas là pour le sauver. Ou encore quand il s'est fait agresser par le Shield, il n'était pas là pour le sauver. Bref, il jette toute la faute sur John Cena pour prouver à quel point John Cena, ce n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, même si on est un super-héros des temps modernes. Que ce soit dans la storyline, mais aussi dans la vraie vie. Car je sais que Ryback déteste particulièrement John Cena, car je m'en rappelle d'un message passé, je ne sais pas si c'était un fake news d'image, mais d'image d'archives ou l'écriture, on va dire ça de l'écriture en interview. J'avais entendu dire qu'il disait que John Cena était le cancer, c'était le poison du catch et que c'était pas non plus quelqu'un de très fiable. Bon, c'est un petit peu pour ça que John Cena n'aime pas Ryback. Parce que Ryback, c'est vrai qu'il est du genre grande gueule et qu'il n'a pas non plus un côté professionnel, Ryback. Sachez-le un petit peu, c'est qu'il n'a pas non plus un côté professionnel. Et c'est peut-être pour ça que son ascension à la WWE était, on va dire, assez mitigée. Tantôt, il monte en puissance, tantôt, ben, il perd de la crédibilité et il se fait passer pour le pire des guignols. Et après, il redevient au top. Et à la fin, ben, il se fait passer pour un guignol en tombant dans les oublis et en quittant la compagnie, même s'il a voulu faire un procès à la WWE pour avoir son nom, donc le nom Ryback. Mais ça a été vain. Ça a été tellement vain. Concernant le match, là, c'est sûr, un des deux allait forcément s'allonger pour éviter de s'en relever. Donc, c'est vrai que John Cena, je vais pas vous le mentir parce que lorsque j'ai vu une vidéo de mon très cher MDX, donc mon cher ami MDX qui a fait une vidéo sur 2K22, peut-être s'il aura le 2K23, ça serait ben, honoré pour moi. Enfin, ce serait un honneur, en tout cas. Eh ben, quand John Cena débute la rencontre, ça va doucement. Il prend un petit peu l'avantage, mais pour une très courte durée, eh ben, il se fait mettre à mal. Donc au début du match, il se fait mettre à mal. Et à la fin, ben, il revient toujours et il monte en force et en puissance. Et à la fin, c'est soit il perd, soit il gagne. Ça, c'est ce que j'avais dit en message. Mais bon, il aura compris, même si j'avais vu qu'il avait joué un personnage de One Piece, donc Monkey D. Luffy, lui avec son célébrissime « Le roi des pirates, ce sera moi !» Voilà, une phrase tellement culte de Luffy, ou l'empereur pirate. Mais bon, ce n'est pas de One Piece qu'on parle, même si j'adore forcément le petit univers de One Piece que j'ai déjà, que ce soit un petit tome que j'ai et les DVD que je regarde. Ouais, donc c'était tout ça dans le jeu que j'ai bien adoré, et que là, dans ce match, c'est vrai qu'il en chie pas mal John Cena, mais après c'est Ryback qui va en subir, parce que c'est pas toujours John Cena qui va être la lock à cette histoire. Donc une lock, ça veut dire ben, un chiffon, enfin un vêtement, un vieux vêtement bien chiffonné, bien sale, auquel on adore cracher dessus, on adore pisser dessus, on adore chier dessus. Mais bon, ce n'est pas une lock. John Cena, faut savoir, ce n'est pas une lock. Et qu'il revient, il part à l'attaque, il veut allonger Ryback, mais ce dernier, ben, il trouve l'énergie de ne pas se retrouver au sol. Je m'en rappelle, ça s'est fini dans le public, et que Ryback avait pris ben, un morceau de muret en plastique pour frapper John Cena. Et après, ben, on voit qu'il y a une table en bois. L'un des deux allait se faire allonger. Bien sûr, c'est Ryback qui se fait allonger. John Cena lui fait un splash. Donc, il attend que l'arbitre ben, fait le compte de 10 pour qu'il remporte le match, John Cena. Mais sauf qu'il a vu que Ryback se relève toujours. Il prend un extincteur. Il allume Ryback avec l'extincteur. Parce que Ryback est tellement chaud bouillant. Donc, il est tellement chaud. Et après ça, ben, 2 coups d'extincteur. Lorsqu'il voulait faire son double A, justement, à l'extérieur de la rampe d'entrée,
Eh ben, Ryback, il contre, il prend John Cena, justement, dans ses bras, et foncer sous le décor, tête baissée, et, euh, et là, on voit l'effet d'électricité qui dérape, et que, et que ça finit dans le trou noir complet. Donc le match a dû être stoppé parce que l'un des deux n'a pas su remporter la confrontation. Donc il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Ça se termine le match de manière bizarrement. Donc on voit John Cena allongé sur allez, un genre d'échafaudage où il y avait des morceaux de verre. Lorsque les secours ont dû le secourir de ce terrible match qui a été dur. Eh ben, il se fait transporter en brancard, mais sauf qu'il ne va pas aller à l'hôpital, malgré qu'il est tellement mal en point. Donc ça se termine là-dessus. Ce match-là, j'ai quand même adoré, malgré ce qu'on peut dire. Bon, après, techniquement parlant, c'est pas du beau catch technique, mais ça continue la rivalité, même si la rivalité est très très courte. Donc, ce match-là, 3,60, je le mets ça. Et maintenant, le main event dans un match en cage. Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre Triple H. Alors, on sait bien que les deux, ils sont un partout. Hein. Au SummerSlam, Brock Lesnar a battu Triple H. Et à WrestleMania 29, Triple H a battu Brock Lesnar. Et maintenant, c'est la belle. Et ça va se terminer à Extreme Rules. Je vous dis d'office, ça va se terminer dans ce show. Même si en 2002, lorsqu'ils avaient affronté tous les deux The Rock en même temps à Melbourne, enfin Global Warning Tour Melbourne, eh ben ils étaient en match à 3 et que les deux n'avaient pas encore teasé de rivalité à cette période-là. Et on sait bien que l'histoire a agi autrement. Je ne vais pas faire toute l'histoire, ce serait très long. Et je me rappelle surtout qu'il balançait le clip comme quoi on se rappelle que Brock Lesnar ait cassé le bureau de Triple H. Donc il a massacré tout le bureau avec Paul Heyman qui filmait la scène, comme s'il commentait un match de catch. Et du coup, Triple H, il dit certes, tu as peut-être détruit mon bureau, mais j'ai encore un bureau, c'est mon ring. Voilà, donc il dit haut et fort, son bureau c'est son ring. Et que ça se termine dans un match en cage, et que ça va se terminer ici ou maintenant, ou ce dimanche à Extreme Rules, jusqu'avant qu'il traite Brock Lesnar de bitch. Un truc, ça lui plaît pas, Brock Lesnar. On se rappelle qu'ils sont confrontés, ils sont affrontés, confrontés, appelez ça comme vous voulez. Et lors de ce match-là, Extreme Rules, Triple H attaque Brock Lesnar par derrière pour commencer directement le show. Ça commence direct, les deux montent dans la cage, et là, ça part directement en massacre, jusqu'à ce que, si je crois bien, il y avait une chaise qui avait été introduite dans le match. Après, massacre de destruction sur Brock Lesnar, ou sur Triple H, quand c'est Brock Lesnar. Même si je me rappelle bien, quand Brock Lesnar allait faire des séries de coups de genoux, il y en a une troisième qui n'a pas passé, et qui s'est terriblement fait mal au genou. Donc Triple H, il capitalise sur le genou qui commence à être endolori de Brock Lesnar. Et quand Brock Lesnar voulait s'enfuir de la cage, il se prend un coup de chaise dans la jambe, qui leur a terriblement très très mal. Et pourtant, la cage, on peut dire, c'est un peu le côté bestial de Brock Lesnar, auquel il se sent, on va dire, plus dangereux, vu comment on sait que dans l'octogone, il est du genre très sauvage, comme une bête enragée. Et même les matchs en cage comme ça, c'est un peu son style, quoi, son style très violent et badass. Et si je crois bien, Triple H, il a même trouvé une massue métallique pour essayer de frapper Brock Lesnar avec. Je crois qu'il aura fait qu'une seule fois, mais ça n'a pas été efficace. Jusqu'à ce que Paul Heyman arrive pour essayer de coûter le match à Triple H. Mais sauf que Triple H s'en charge personnellement de Paul Heyman, auquel celui-ci
l'harceler en l'insultant de tout et de rien. Donc il lui fait un pedigree sur Polyman, il affaiblit Brock Lesnar jusqu'à ce que il veut le frapper avec la coup de massue, et c'est là où Polly, il donne un coup d'avant-bras, justement dans les boules de Triple H. Ça permet à Brock Lesnar de faire une clothesline, de prendre la massue métallique et de le frapper avec, et d'en terminer le boulot du match avec un F5. Difficilement, mais il aura effectué. Et du coup, c'est Brock Lesnar qui ressort victorieux. Et à la fin, il pose la massue de Triple H sur lui-même, comme un geste symbolique avant de quitter la cage, victorieux. Ce match-là, également en description, car je l'avais noté dans Eat, Sleep, Suplex, Rip. Enfin, Eat, Sleep, Conquer, Repeat. Voilà, directement. Et j'en ai terminé. Donc, je vais achever cette review. Donc pour ce qui est les matchs, les bonus, les bonus, les segments promo et l'ensemble, je lui mets. C'est pas, on va dire, un des plus fous, mais il convient quand même. Donc je lui mets 4,20 quoi. Je mets ça. Et j'achève tout de suite cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura réellement bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.